Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, 105e épisode déjà de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement, à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 6 décembre et, comme d'habitude, j'ai envie de dire, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes deux comparses, Christophe et Adrien, qui sont là pour pouvoir, notamment Adrien, venir nous parler de quelque chose, mais il va nous expliquer ça dans quelques minutes. Comment allez-vous, messieurs? Je vais bien, merci. Et toi? Ben, ça va, toujours. Hein. On Attends, je vais demander à ChatGPT si je vais bien et comment te répondre. D'accord. Avec une voix suave, alors. Voilà. On va changer la voix. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas venir nous parler, Adrien, d'un sujet. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un sujet un peu in pour le moment. Ça s'appelle la Generative AI avec Semantic Kernel. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Simplement parce qu'on a eu une petite discussion en off qu'on a l'habitude d'avoir sur notre petit chat dans DevApps, dans le Slack du DevApps. Et je vous ai parlé que je jouais maintenant avec la partie GenAI et Semantic Kernel pour le boulot. Et tu m'as dit, il faut que tu m'expliques un petit peu en quoi ça consiste. Et donc, pourquoi pas prendre le temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour commencer à discuter de cette partie-là. Ouais, c'est bien. Et donc, en soi, aujourd'hui, de quoi on va parler? AI, un peu de Generative AI, Semantic Kernel autour de l'AI. Clairement, c'est les buzzwords. Si on veut être dans le top YouTube, il n'y a plus le choix. Aujourd'hui, il faut parler d'AI. Et donc, en soi, c'est quoi l'AI? J'ai repris un slide que Nicolas Robert avait présenté lors du DevD. L'AI, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est une volonté depuis 1950, dans les alentours de 1950, pour essayer en soi de reproduire ce que le cerveau humain fait aujourd'hui, enfin fait de manière globale, avec la machine en soi. Et donc, les essais qui ont eu lieu ont démarré de 1956, il y a eu pas mal de recherches. On a des périodes marquantes avec des nouveautés, avec des éléments importants, comme par exemple en 1997, l'avènement du machine learning. Donc, en soi, c'est un sous-ensemble d'IA, donc d'idées d'intelligence artificielle qui permettent d'apprendre sur des données existantes et sur base de ces données, de donner des prédictions ou de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, on a tous connu le machine learning avec tout ce qui est le big data, où finalement, c'est des gros ifs dans un ordinateur qui va venir simplement essayer de trouver par rapport aux variables, aux différentes informations qu'il connaît, d'essayer de prédire quelque chose. En soi, c'était clairement dans ce mode un petit peu précurseur, où on veut, sur base d'informations, de variables, de commencer à essayer de déterminer des trucs qui vont dans le sens où le machine learning a appris avec les données qu'il a. Ensuite, vers 2017, on a eu le deep learning avec toutes les technologies d'apprentissage qui permettaient de créer des réseaux neuronaux. Et toujours dans la même idée, c'est qu'on a des données de base et ces données de base vont permettre de créer un jeu de données. Ces jeux de données vont être utilisés pour aller de plus en plus vite vers des décisions ou des prédictions. On a tous joué avec peut-être Azure, si vous vous rappelez, on a joué avec les cognitive services qui permettaient d'essayer de déterminer que sur une photo, il y avait deux personnes, que Christophe, quand il souriait, on voyait bien qu'il était heureux, qu'il avait 56 ans à cette époque-là, beaucoup plus de cheveux. Et donc, ça, c'est toute la partie cognitive API qu'on a pu connaître avec Azure ou d'autres cloud providers. Et en 2021, il y a un petit machin qui est arrivé qui s'appelle OpenAI, qui a créé un chat qui a permis d'arriver à se dire, OK, je vais prendre du texte et de façon prédictive, je vais essayer de répondre, de continuer les phrases de façon prédictive, avec bien sûr tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, avec tout le réseau neuronaux et la data learning qu'il y avait derrière, pour essayer d'arriver à quelque chose. La Generative AI, c'est pas d'hier. Si vous vous rappelez, Microsoft avait essayé je crois que c'est en 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement, de créer une intelligence artificielle sur Twitter. Est-ce que vous vous rappelez de ça, messieurs? La petite intelligence artificielle. Le truc qui a foiré, c'est ça? Le truc qui a foiré en une nuit, oui, parce que merci à l'Internet. Au bout d'une journée, malheureusement, l'intelligence artificielle a appris de ce qu'on lui demandait d'apprendre au niveau de l'apprentissage. Et dans cet apprentissage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au bout d'une nuit, Microsoft a laissé tourner le système et il était malheureusement devenu néo-nazi et avait une tendance pour les enfants.
ce qui n'est pas non plus des plus glorieux au niveau de l'intelligence artificielle. Je pense que dès qu'on met quelque chose sans avoir du contrôle, je suppose que tu vas en parler, mais il y en a évidemment déjà aussi du contrôle dans tous les systèmes qu'on utilise actuellement, les nouveaux systèmes d'IA. Mais si tu mets quelque chose sur Internet sans contrôle, forcément, ça part rapidement en cacahuète. Je suis même étonné que ça a duré une nuit. Pour moi, en quelques heures, tu poses les questions que tu veux. Et en général, c'est souvent des questions intelligentes. Tout le monde le fait. Hein. On a un Alexa depuis déjà quelques temps. Qu'est-ce qu'on fait? On lui pose des questions débiles, voir comment il va réagir. Quoi. Donc, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, les Generative AI, l'objectif, c'est simplement d'utiliser de la prédiction et d'arriver à obtenir des résultats. Donc, dans les différents types de modèles qu'on peut retrouver, on va avoir des objectifs différents. Le premier, c'est avoir du texte. Donc, j'envoie du texte et je vais récupérer du texte. Je peux aussi avoir des idées de multimodal. Donc, dans ce cadre-ci, je vais lui envoyer du contenu plus du texte. Donc, imaginons une image et je vais récupérer du texte. Je vais pouvoir faire de la génération d'images, comme vous avez déjà peut-être fait avec DALL-E. Et je vais avoir la partie embeddings pour la vectorisation. Et donc, la dernière partie, elle est assez intéressante parce que dans cette partie-là, on va prendre du contenu. Donc, je vais prendre par exemple un fichier PDF avec du texte où je vais prendre beaucoup de contenu et je vais le mettre dans un LLM. Et dans cet LLM, je vais pouvoir récupérer des vecteurs qui vont être réutilisables après. Par exemple, quand on va dans le multimodal, je peux lui donner des vecteurs plus du texte et il va me retourner du texte avec des références vers la partie du texte initial qui était prévu dans la partie embedding vectorisation. Et là, ce que je parle ici, ça s'appelle du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, où on va préparer des jeux de données, des databases de vecteurs, et puis on va les utiliser pour compléter notre idée d'avoir un texte qui soit de plus en plus prédictif et plus proche de ce qu'on veut avoir. Au niveau des LLM, enfin, on parle souvent de LLM pour Large Language Model, il existe aussi des SLM que l'on peut avoir et qui nous permettent de pouvoir... Enfin, les SLM sont des modèles qui sont beaucoup plus petits et qui peuvent fonctionner sur nos machines de monsieur et madame tout le monde. Alors, pour vous donner un exemple, il y a un projet sur Internet qui s'appelle Llama, Ollama, qui vous permet d'avoir qui vous permet d'avoir des machines, pas des machines, mais des SLM qui tournent sur votre machine. Donc ici, par exemple, j'ai le modèle Pi3 de chez Microsoft, Pi3.5, qui va tourner. Donc là, ici, j'ai mon modèle qui tourne sur ma machine. Je ne suis pas connecté à un provider d'AI, je peux le faire directement de ma machine. Donc, je vais lui demander, est-ce que tu connais DevApps? Dans ce cadre-ci, la base de données, elle est basée sur peu de variables et donc on ne va pas forcément avoir l'information nécessaire. Et là, c'est ce qui se passe. Il dit, écoute, voilà, moi, je ne connais pas forcément DevApps. Si c'est une plateforme avec des outils, il va essayer de trouver, de pouvoir contenter, mais c'est peut-être pas la vérité. Donc là, voilà, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de pouvoir résoudre localement des informations, mais la base de variables, donc ce qui permet d'enrichir le LLM ou le SLM, n'est pas aussi puissant que GPT-4 ou GPT-4o, comme on pourrait les utiliser au day-to-day. Et là, tu as dû installer juste installer Ollama. Ouais, c'est ça. J'ai juste installé localement c'est un exécutable. Et tu peux le mettre à jour par après? Alors, en soi, en fait, le Ollama, c'est juste l'orchestrateur des SLM. Okay. Et quand tu viens sur le site de Ollama, donc si je viens ici sur Ollama, alors je vais essayer de l'embêter un peu, mais sur le site de Ollama, voilà, j'ai tous les modèles qui sont disponibles. Alors, on va avoir des modèles... Tu peux télécharger et remettre à jour. Tu dis? Tu peux les retélécharger par après ou les remettre à jour quand il y a des nouveautés. C'est ça, exactement. Et donc, nous, ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est plus de la partie Pi3, enfin, tout ce qui est lié à Pi3. Donc, Pi3, c'est dans ce cadre-ci un LLM et il a été mis à jour il y a 4 mois. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il a été mis à jour il y a 4 mois. C'est important de prendre ça en considération. C'est à quel moment votre LLM a été mis à jour. Pourquoi? Parce que simplement, je vais prendre un cas concret. Il y a quelques mois, GitHub Copilot, il était basé sur ChatGPT, enfin sur GPT 3.5 pour la partie IntelliCode et il était basé sur la partie 4 pour la partie du chat qui était sur le côté de GitHub Copilot. Sauf que ces versions-là ont été mises à jour. Les derniers training dates, ils sont assez loin dans le temps. Et donc, potentiellement, tout ce qui est nouveauté au niveau du C#, tout ce qui est nouveauté au niveau du .NET, ils n'étaient pas connus. Et donc, les réponses qu'ils donnaient, elles n'étaient pas forcément cohérentes par rapport aux nouveaux standards qui sont d'application aujourd'hui. Il faut voir aussi s'il enregistre, puisque, comme tu disais, ça permet d'avoir des bases de données plus petites en local.
Donc, il faut voir aussi, évidemment, ce qu'il va pouvoir contenir comme information. Parce que c'est des joueurs pas normaux qui ne connaissent pas DevOps, par exemple. Il faudra mettre à jour le système. Après, ça va dépendre aussi, lors de la création du modèle, lorsqu'ils vont faire l'enrichissement, de voir les variables qui vont être exploitées et utilisées. Potentiellement, tout ce qui est lié au podcast, imaginons qu'il y a une section liée au podcast, elle n'est pas rajoutée dedans parce que ça n'apporte pas de plus-value. Okay. Et donc, voilà. Mais le projet Ollama est gratuit. Il n'y a même pas de pricing model pour les entreprises, donc on peut l'utiliser en local. C'est assez sympa parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui sont disponibles, que ce soit de la famille GPT, il y a même Mistral qui est disponible. Alors, vous allez voir, il y a la possibilité de pouvoir avoir plusieurs versions. Donc ici, par exemple, la Mistral, je peux avoir la dernière qui a été faite il y a 4 mois. Je peux en avoir qui date de plusieurs années en arrière, avec, bien sûr, la partie liée à l'enregistrement du modèle. Donc ici, on parle de 7 millions de 7 millions de variables. Mais si je viens sur GPT 4.5, valeur, j'ai combien de... pardon, c'est pas les valeurs, c'est variables. On est à combien de millions? Je crois que, voilà, les paramètres pour le GPT 4.5, GPT 4, on est à plus de 10 trillions de variables entrées dans le LLM. Donc, en soi, là, mon Mistral, actuellement, si je regarde il fait 4,1 gigas. Sauf que lui, potentiellement, je crois qu'il doit être au Tera pour pouvoir l'orchestrer. Et donc là, c'est la partie SLM. C'est ça qui est assez intéressant dans le SLM, c'est qu'on peut nous-mêmes avoir un modèle en local, mais aussi de l'avoir sur un cloud provider comme Azure ou autre système. Alors, comment ça fonctionne en soi? C'est que nous, on va toujours parler dans un langage naturel. Le modèle, que ce soit le SLM ou le LLM, va convertir ça en mode token. Alors, les tokens, ça ne veut pas dire un mot égale un token. Parfois, les mots sont coupés. C'est toujours dans un sens de prédiction. Donc, la phrase, comment elle est formulée, peut générer plus ou moins de tokens. Ça va dépendre. On va envoyer ces tokens-là dans le modèle. Et le modèle va générer une probabilité de distribution. Si vous vous rappelez vos cours de maths, on y est clairement dans les maths. Et sur base de ça, notre orchestrateur, donc ici notre LLM, va décoder ça et retourner ça dans un langage que nous, on peut comprendre en tant qu'humain. Donc là, c'est le fonctionnement du langage modèle. En plus de ça, il y a des paramètres qu'on peut rajouter dans les LLM et les SLM. Il y en a un qui est important, c'est la partie température. C'est lui qui va donner une variation par rapport à la créativité ou pas de notre LLM, donc de notre modèle au niveau des prédictions. Donc, si on est proche de 0, on va se retrouver dans une température qui est précise et prédictible. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de ça dans un cas de générer des définitions ou des résumés. Plus on va s'approcher de 1, en dessous de 1, évidemment, souvent c'est 0,7 ou 0,75, pardon, on va être dans quelque chose de créatif, mais attendu. On ne va pas se retrouver dans quelque chose de totalement imaginaire. Et si on est un 1 ou plus, à ce moment-là, on est vraiment dans de l'aléatoire et de l'absurde. Je vous donne un exemple concret. Plus que 1 ? Moi, je pensais que le 1, c'était le 100%, quoi, que c'était... En gros, tu peux dépasser le 1. Ici, dans ce cadre-ci, il n'y a pas de souci. Tu peux lui donner des prédictions. Plus tu vas aller loin de 1, plus ça va être dans l'imaginaire et l'incompréhensible pour nous, parce que la probabilité, elle va rentrer dans tous les sens. Okay. Et donc, ici, je vais prendre une phrase. Je vais mettre le chat s'est endormi sous. Si je mets 0,2, la réponse est simple. C'est sous la table de la cuisine, basée sur la probabilité la plus élevée. 0,7, donc là, on va se retrouver dans quelque chose d'un peu plus créatif et imaginatif. Donc, dans un arbre dans le jardin, bercé par les bruits des feuilles. Donc ça, c'est sympa. Et enfin, si je prends un 1 et plus de 1, le chat s'est endormi sous une montagne de coussins violets flottant dans l'espace. Réponse très créative, mais moins probable dans ce cadre-ci. Ouais. Donc là, j'ai utilisé DALL-E pour avoir les images qui sont assez sympas aussi. OK. Dernier point au niveau un peu plus théorique, c'est que pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses, on doit prendre en considération le fait qu'on doit arriver à discuter avec notre LLM, parce qu'en soi, il y a des patterns qui existent et il y a un métier qui est en train d'être créé qui s'appelle le prompt engineering. En soi, le prompt engineering, c'est un processus qui consiste à affiner des prompts qu'une personne peut fournir à un service d'intelligence artificielle dans le but de créer des images. L'objectif du prompt engineer, c'est de venir faire en sorte que notre LLM, enfin notre modèle, notre chat, notre agent, peu importe ce qu'on veut utiliser, réalise ce qu'on veut faire.
On peut lui demander de le faire de façon très pragmatique, ou on peut lui demander de façon très imagée ou autre. Ça dépend un petit peu des patterns qu'on veut avoir, mais ça, ce sera peut-être plus un sujet qu'on pourra discuter dans le Slack tous ensemble. Il est important de comprendre qu'il y a 3 types de prompts qui existent. Le premier, c'est le système prompt, c'est ce qu'on va donner à l'agent au départ pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Le user prompt, c'est vous et moi quand on commence à interagir avec le prompt. Et finalement, l'assistant prompt, c'est l'output, c'est le résultat de ce qu'on va avoir comme information. Et donc, au niveau du prompt engineering, comment ça va se constituer? On va avoir le système prompt où on va venir donner vraiment la façade complète de comment doit réagir le LLM. Donc, on peut lui donner un response grounding, donc lui dire comment il doit faire. Le tone, c'est la façon dans laquelle il doit le faire, de quel ton il doit utiliser. Des messages de sécurité. Donc, potentiellement, il y a beaucoup d'hackers qui aujourd'hui essayent de venir récupérer ce système prompt pour pouvoir jouer contre le modèle qui a été mis en place. Et donc, dans ce cadre-ci, on va simplement lui dire comment il doit faire de la sécurité. Et le jailbreak, c'est s'il essaye, il faut absolument lui dire décliner, de ne pas aller plus loin pour éviter qu'il vienne à faire des conneries. Ouais, c'est le jeu de la souris pour essayer de comprendre. Parce qu'évidemment, si on ne met pas de système prompt, tu peux obtenir n'importe quoi comme information qui se trouve sur Internet, c'est-à-dire beaucoup de bêtises, si on peut rester poli. Et le système prompt va sans doute empêcher tout ça, quoi. Tu demandes des phrases pour obtenir des informations, que ce soit, je sais pas moi, le classique des images pornographiques. Ben, si tu demandes ce genre d'informations que tu n'as pas de système prompt, ça va être traité comme n'importe quel contenu par le système. Voilà. Je vais prendre un cas plus professionnel. Je travaille actuellement chez Ores. Et chez Ores, en soi, on peut recevoir des demandes de la part des plaintes, mais on ne va pas traiter les plaintes du concurrent, enfin pas du concurrent, parce qu'en soi, on est sur plus de la partie du secteur public, et donc on ne va pas recevoir des plaintes de Elia. Et donc on pourrait dire que d'un point de vue safety, si on reçoit des plaintes à destination d'Elia, on va simplement gentiment décliner le fait que ce n'est pas la responsabilité du service en cours. C'est le genre de choses qu'on peut mettre dedans aussi. On peut aller de manière globale à faire beaucoup de choses. Il y a un point important, c'est que plus on va rajouter du contenu dans le système prompt, plus ça va alourdir les tokens qu'on va utiliser. Oui, mais plus ça va affiner aussi le résultat et on va dire la sécurité pour pouvoir fournir des résultats corrects. On reparlait, voilà, tu parlais au début de Microsoft qui avait mis pendant une nuit un système en place. Ben, clairement, il n'y avait pas ce genre de garde-fou. Et donc, tu pouvais taper ce que tu voulais et obtenir n'importe quoi comme résultat. C'est justement, ça permet d'éviter ça. Et c'est bien que tu montres ça, parce que tu en parles parce qu'en soi, aujourd'hui, au moment où Microsoft a sorti son intelligence artificielle, elle faisait de l'auto-machine learning, c'est-à-dire qu'elle s'auto-enrichissait, elle auto-apprenait avec les informations qu'elle avait reçues, et elle se mettait à jour automatiquement par rapport à ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À chaque fois qu'on va travailler avec un LLM ou un SLM, l'SLM va rester toujours dans un état qui ne change pas. Il va être entraîné à un instant T et il n'évoluera plus jamais jusqu'au moment où on a un update. Et là, à ce moment-là, on doit spécifier qu'on veut l'update. Et donc, peu importe les interactions qu'on va avoir avec le LLM, il ne viendra jamais à changer sa façon de travailler. Donc, c'est toujours dans l'intérêt, c'est toujours dans notre objectif de lui donner un maximum d'informations pour qu'il arrive à les traiter. Et donc, pour revenir sur ce slide, on va avoir la partie système prompt, on va avoir le prompt qui est finalement le user prompt, et l'addition des deux va permettre d'envoyer ça dans notre LLM pour avoir une réponse. Aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est facturation, on va avoir le nombre de tokens qui va être utilisé. Donc, tu vas avoir des tokens d'entrée et des tokens de sortie. Je vais prendre le cas de chez Microsoft. Si je prends du pricing chez Microsoft, dépendant du modèle qu'on va avoir et de la région, parce que ça dépend aussi des régions, on va payer des tokens d'entrée. Par exemple, on va avoir pour 1 million de tokens, ça va nous coûter 2,62 €, On peut avoir du cash input au besoin. Et tout ce qui va être token de sortie, on va payer ça 10 €. Pourquoi c'est plus cher? Parce que simplement, on va récupérer le résultat de ce qu'on a utilisé, enfin qu'on a envoyé au LLM, et c'est ça qui est le plus intéressant au final. C'est quoi la différence entre les tokens d'entrée, donc les inputs et les outputs? Et aussi, les tokens d'entrée, c'est ceux qu'on va envoyer. Donc, si je reprends le slide, c'est la partie system prompt plus la partie prompt. Et la partie réponse, c'est ce qu'on va récupérer de la part du résultat. Ouais, mais est-ce que ça se cumule? Alors, pas au niveau du pricing. Donc, au niveau de facturation, ça ne se cumule pas. Mais par contre, d'un point de vue utilisation, et on va le voir après. En input et en output, est-ce que l'output, c'est ce que me retourne le prompt, enfin le service, et l'input, c'est ce que je lui envoie?
C'est ça. Mais il ne fait pas Ok. d'addition entre les deux. Du coup, je lui envoie forcément de l'information, il me retourne l'information. Ici, sur les 2,63 €, on va dire les 2 € et les 10 € d'output. Est-ce qu'au final, ça me coûte les 10 € pour les 10 000? Les 12 € Non, pour ça va être enfin, si tu as envoyé 1 million, imaginons que tu as envoyé 1 million et tu as reçu 1 On va million, dire ça, voilà. tu vas payer 2 € plus 10 €. On est d'accord. Et le cash? Le cash, c'est plus de lui dire que tu gardes des trucs dedans. En soi, moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Je t'avoue que je n'ai pas de feedback là-dessus. Est-ce que le cash, on peut lui dire que ça serait toutes les fonctions qu'on lui ajoute? C'est pas une question bête. Possible. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne connais pas vraiment cette partie-là. Mais on peut regarder. Et donc, ça c'est cool parce qu'au final, maintenant qu'on est prêt à faire de l'intelligence artificielle, il faut pouvoir le faire dans notre code. Parce qu'en soi, on a tous utilisé ChatGPT ou vous avez peut-être utilisé aussi Mistral, le chat du voisin français. Mais on peut le mettre dans notre code. Donc, il y a un truc qui a été développé par Microsoft qui s'appelle Semantic Kernel, qui est un package Nugget qui nous permet de pouvoir interagir avec des LLM à distance ou des SLM en local. Donc, dans ce cadre-ci, c'est assez sympa parce que finalement, Semantic Kernel, il apporte vraiment un SDK qui est orienté pour développer ça sur nos applications .NET classiques, laquelle on a l'habitude, et c'est déjà prêt à être utilisé d'un point de vue entreprise parce qu'il y a vraiment cette logique qu'on a l'habitude d'avoir avec les service collection, avec tout ce qui est injection de dépendance, avec tout ce qui est logging, orchestration. Donc ça, c'est pas mal et ça permet vraiment de bien accélérer. Auparavant que ça sortait, c'était vraiment habitable. Nous, développeurs, en fait, quel que soit le langage, enfin, je sais pas, mais on avait du mal à dire, ouais, mais attends, mais comment je fais en gros? C'est bien, ton portail, tes briques, c'est joli, tout ça, ouais, c'est cool. Mais on avait du mal quand même à se projeter en tant que développeur. Ouais, mais au final, on va l'utiliser comment? Après, la question, c'était le pourquoi. Et là, Semantic Kernel, waouh. Ouais, il répond à ça. En soi, en fait, le Semantic Kernel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va, sur notre machine, permettre de pouvoir communiquer avec les AI providers. Et dans les AI providers, que ce soit Azure, OpenAI, Mistral, Gemini de Google, ça nous permet simplement de pouvoir arriver à avoir des interactions et d'avoir des toolings supplémentaires, comme le chat history, comme d'avoir du chat truncate. Il y a pas mal de concepts qui sont assez sympas dans l'histoire. Donc, comment fonctionne en soi En gros, tu as des méthodes, quoi. Tu appelles des méthodes C# par exemple, et en appelant la méthode, en mettant les paramètres qu'il faut, tu obtiens le résultat que tu as besoin. Exactement. Mais ça apporte encore plus, c'est que dans le Semantic Kernel, il y a aussi une orchestration, il y a du filtering, il y a tout ce qui est lié à l'ajout de plugins, tout ce qui est contexte. Et donc ça, c'est assez sympa parce que finalement, ça nous permet d'avoir une grosse couche d'abstraction pour ne pas devoir développer nous-mêmes cette partie-là et surtout d'utiliser quelque chose de standardisé et offert par Microsoft. Donc voilà, c'est disponible. Depuis .NET 9, c'est assez sympa parce que Microsoft a sorti Microsoft Extension AI pour rentrer dans toute la logique des Microsoft Extensions comme on a l'habitude d'utiliser avec logging, avec les middleware, etc. Donc, il y a pas mal de petits changements qui ont apparu. Donc, c'est assez sympa, mais ça nécessite d'avoir des changements au niveau de notre code. Il faut juste faire attention, c'est que vu que l'AI, ça va tellement vite et tellement loin, aujourd'hui, Microsoft le dit ouvertement, même dans leur documentation, dans la Semantic Kernel, c'est que tout est en preview et le SEMVer au niveau des minors ne garantit pas qu'il n'y ait pas de breaking change quand on passe d'une version à l'autre. C'est dommage, mais c'est quelque chose dont j'ai fait les frais récemment quand j'ai mis à jour ma présentation après le DVD. Et donc voilà, on va arrêter tout ce qui est théorie, on va passer à un peu plus de code. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que Denis, c'est assez clair? Voilà, c'est mieux là. C'est bon? C'est bien. Et donc, on va commencer par simplement un Hello World. Un Hello World, je vais utiliser la partie OpenAI. Donc ça, c'est le premier plugin qui avait été développé par Microsoft pour permettre de se connecter en .NET et d'utiliser simplement l'OpenAI. Donc OpenAI, c'est pas Microsoft qui est derrière, c'est ce que vous utilisez avec ChatGPT. Je vais venir me connecter à l'aide d'une variable d'environnement, une API, pardon. Je vais récupérer mon chat client, parce que dans ce cadre-ci, je veux faire un chat. Je vais lui envoyer quelque chose. Donc là, je vais envoyer quelle est la couleur du ciel, donne-moi une réponse en 3 mots. Et je vais récupérer le résultat que je vais afficher. Donc en soi, alors, si pour la ligne 8 et 9, il y a une super vidéo que j'ai vue sur YouTube il y a 2 jours, là, ou il y a une semaine. Elle est vraiment bien. Elle explique un peu, là. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est ça. Et donc ici... Déjà, il faut que tu le dises avant. Il faudra non, mais franchement, c'est facile. Ouais, ok, mais en fait, il y a d'autres trucs à savoir, quoi.
Et là, il va se connecter dans Azure, dans ce cas-ci, enfin dans le cloud, c'est juste. Hein. Alors ici, il ne se connecte pas à Azure. Ici, il va contacter OpenAI en direct. Ok. Simplement. Enfin, il va lui envoyer notre prompt. Il n'y a rien en local. Il n'y a rien en local. Il va envoyer il va envoyer le prompt, donc il va envoyer une HTTP request. Ouais. Et sa réponse, je vais la récupérer, que je vais afficher ici. Donc là, j'ai mon Hello World en mode... Ton entreprise qui va utiliser ça, tu veux la rassurer en disant « Ouais, non, mais mes données, elles vont sur l'intelligence artificielle, sur Internet, tout ça. » Qu'en est-il? Bah, toutes les données sont sur Internet. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu prends ton courrier électronique, Outlook, tout est dans le... Ouais, mais ça, ils oublient, ça, c'est pas grave. Ça, c'est normal. Mais je veux dire, il faut bien leur dire que là, on est dans une boîte de notre compte. Ah oui. On a juste un modèle, dans certains cas, ça peut... Effectivement, dans certains cas, ça peut avoir des influences. Pardon? Pour arriver à utiliser le OpenAPI en mode... l'OpenAI en mode API, parce qu'ici, il va consommer l'API, j'ai dû prendre un compte payant et sur cette base, j'ai dû lui fournir une clé. Sans ça, je ne peux pas utiliser l'API. OK. Donc, l'API, quand on a un compte payant sur Azure OpenAI, on est dans une black box où les informations qui sont envoyées ne sont pas utilisées à des fins analytics ou d'enrichissement du modèle. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser à chaque fois au client, quoi. Et tu peux envoyer tes propres données avec OpenAI, ou peut-être les services qui viendront après, c'est-à-dire que tu as tes propres documents et tu voudrais qu'ils fassent des recherches dans tes propres documents, est-ce que tu peux le faire? On peut le faire, mais il faut à ce moment-là enrichir le... Ouais. Comment dire? Il faut utiliser le pattern RAG, le Retrieval Augmented Generation, pour permettre d'avoir les vecteurs à la base. Et à ce moment-là, il va y avoir comment dire? Il va y avoir tout un chemin qui va être fait. Mais ça, j'en parle un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Donc, ici, vous avez comme moi l'habitude de voir quand on va dans ChatGPT. Quand on va dans ChatGPT, le GPT, qu'est-ce qu'il fait? Il nous répond en temps réel. Donc, si je viens dans la partie 2, ici, vous voyez que ça se passe en mode en temps réel. C'est assez sympa parce que finalement, c'est très efficace. Comment on fait ça? Simplement, au lieu de lui dire je veux récupérer en une fois, je vais simplement lui dire que je veux récupérer le chat streaming async. Et là, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il va simplement me retourner le résultat. Ouais. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça s'est fait sans problème. Alors là, ici, pour le moment, je vous montre ça uniquement avec OpenAI. OpenAI qui est un point en permanent, enfin un AI provider parmi tant d'autres. On peut venir en avoir plusieurs des providers. Donc là, pour ce faire, il y a plein de connecteurs qui existent. Vous avez les connecteurs Azure OpenAI, Google, Mistral AI, OpenAI et Ollama. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de mon Ollama qui tourne ici. Donc moi, j'ai clairement un Ollama ici qui tourne. Et alors ici, je vais le changer, je vais mettre Pi 3.5. Donc ça, c'est le nom qui se trouve ici. Pardon, c'est celui-là à la place. Je vais lui mettre Pi 3.5. Et là, je vais lui demander à nouveau quelle est la couleur du ciel. Hop, je viens ici, je fais un .NET Run. Je lui demande ça. Et là, ici, c'est parce que c'est un mauvais copier-coller. Et là, ici, il est en train d'interroger en local, parce qu'ici, je lui ai fourni la partie locale, mon LLM local, mon SLM. Et là, il m'a répondu avec mon SLM local. Ouais, donc en soi, au niveau du code. Ouais. C'est assez simple, je dis, au niveau du code. C'est assez simple. Et je peux, du jour au lendemain, me dire je change et je veux aller sur Google, sur la partie Gemini Google. Donc là, même chose, j'ai dû prendre un compte chez Google avec une API key. Et ici, je peux potentiellement je vais faire un petit clear, je vais faire un .NET Run. Je peux venir lui dire, voilà, en utilisant Gemini, quelle est la couleur du ciel. Et là, vous voyez que c'est un peu plus rapide quand même parce qu'il y a plus de force de travail, enfin, plus de puissance de calcul. Et ça fonctionne. Donc, vous voyez, là, c'est assez simple. J'ai qu'à venir choisir le service que je veux utiliser basé sur le connecteur et ça fonctionne sans problème. Et tu peux les mettre en boucle en disant, tiens, Google, tu peux répondre à OpenAI et puis voilà, posez-vous des questions maintenant. Ça, c'est la partie agent qu'on discutera après. Et donc, on travaille tous avec Microsoft, on adore Microsoft, on est tous d'accord avec ça. Et Microsoft a sorti un service qui s'appelle Azure OpenAI, qui nous permet de faire de l'orchestration de LLM, de modèles. Eux, ils considèrent que c'est des déploiements.
Donc, je peux avoir plusieurs modèles LLM disponibles sur mon Azure, que vous pouvez voir ici. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec le pricing. Et je peux avoir autant de modèles qui sont disponibles. Alors, les modèles sont disponibles uniquement par région. Donc, potentiellement, il y a certains modèles qui ne sont pas disponibles dans des régions. Donc, ça, je vous invite à voir la documentation pour déterminer quel modèle vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, de manière globale, vous pouvez utiliser le Real-Time Preview, le GPT-4, le 3.5. Pour le O1 et le One Preview et le One Mini, il faut faire une demande pour avoir accès. Donc là, pour le moment, j'ai fait la demande, mais je ne trouve pas une nouvelle. Pour tout ce qui est chat GPT 4.5. Il existe une documentation qui explique quels sont les avantages de l'un ou les forces de l'un par rapport aux autres, des choses comme ça? Parce que c'est bien joli d'avoir une liste, moi, je ne sais pas lequel choisir. J'ai le même avis. En fait, chez Microsoft, tu as la possibilité de voir dans le catalogue en quoi ça consiste. Tu as la documentation quand tu viens dessus. Tu vas pouvoir voir voilà, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut moins faire au niveau des comparaisons. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut t'aider. En soi, moins tu auras de paramètres, plus ça va aller vite. Ça, il faut le savoir. Ouais. Plus il y a de paramètres, plus il sera précis. Enfin, il aura plus d'informations pour te rendre. Donc là, tu as aussi une balance à prendre dans ce cadre-là. Mais il n'y en a pas certains qui sont plus spécialisés dans, je sais pas moi, dans certains domaines, j'invente, dans le médical, et d'autres qui seront plus optimisés dans la littérature, des choses comme ça. Alors, si tu l'as, pas forcément dans GPT, parce qu'en fait, dans les modèles de LLM GPT, c'est plus du généraliste. Par contre, tu peux avoir des modèles qui sont plus proches pour du problem solving ou mathématiques. Je pense à Claude Anthropic 3.5, qui lui est beaucoup plus dans la résolution de problèmes, parce qu'il a été enrichi avec des variables qui sont plus dans du problème. Du médical, c'est sûrement possible qu'il y en ait un qui existe à ce niveau-là. Ça dépend toujours l'objectif de quand tu crées un modèle, quelles sont les informations que tu lui donnes dans les variables qu'il doit ingérer. Et là, tout le monde peut créer un modèle sans problème. Tous ceux qui sont là, que tu montres là dans la liste, en gros, c'est des généralistes. C'est ça, voilà. Ok. Avec des objectifs différents. Donc, par exemple, tu vois, GPT, c'est plus du chat completion. Ici, j'ai la partie audio generation. Tu peux avoir du text image avec DALL-E, que ce soit version 3 ou 2. Tu peux avoir du speech recognition avec Whisper. Tu peux avoir du text to speech avec TTS-AG. Tu peux avoir du embeddings pour faire de la vectorisation avec text embedding 3 small, large. Tu as le completion avec DaVinci. Donc, ça dépend de l'objectif que tu veux avoir. Actuellement, Semantic Kernel permet de tout gérer. Le chat completion est en mode n'est plus en preview, en general availability, alors que potentiellement, tout ce qui est speech recognition, il est actuellement en preview, donc il ne te garantit pas qu'il va fonctionner à 100% avec le Semantic Kernel. D'accord. Et donc ici, j'ai actuellement dans DevApps OpenAI, donc là, j'ai fait un service exprès pour notre présentation d'aujourd'hui. J'ai un modèle qui a été déployé en GPT-4o, un en 4o mini et un en Text Embeddings ADA. Alors, en soi, je n'ai pas mon propre modèle qui tourne quelque part. J'ai un modèle qui est partagé que je peux consommer. Dans ce cadre-là, si je viens dans la partie Azure, AI Foundry, donc l'ancien le studio, je peux lui dire quel modèle je veux utiliser et je peux commencer à discuter avec. Hello, est-ce que tu connais DevApps? Et donc ici, pardon, c'est ici. Ici, je peux lui demander ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le nombre de tokens qui ont été envoyés. Oui, c'est une entreprise ou une communauté axée sur le. Bon, je pense qu'il n'est pas certain de lui, mais il essaie de peaufiner. Est-ce que tu es sûr? Alors ici, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'ici, j'ai un contexte. Donc, j'ai un historique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lui poser la question, il va connaître les tokens précédents. Quand on est dans la partie Semantic Kernel, si je prends la partie 4, quand on veut discuter avec lui, je vais lui poser des questions. Donc là, je fais un .NET Run. Je peux lui poser des questions. Bonjour, est-ce que tu peux me dire quelle est la couleur du ciel? Voilà, il me dit voilà la couleur du ciel. By the way, je m'appelle, avec plein de fautes d'orthographe, Adrien. Bonjour Adrien, comment puis-je m'aider? Je peux lui dire, écoute, je viens de prendre une cuite. Je ne sais plus comment je m'appelle. Peux-tu me le dire? Et là, il ne connaît pas mon nom, alors que je lui ai dit juste avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de notion d'historie. À chaque fois que je lui envoie une question, je lui envoie juste cette question-ci.
avec le semantic kernel, je peux lui rajouter une partie un objet qui s'appelle le chat history. Donc, à chaque fois que je vais poser une question, à chaque fois que je vais lui mettre un message, donc ici, si je run ça, je vais lui dire, voilà, j'ai reçu un message que je vais rentrer dans un historique. Je vais le taguer en tant qu'utilisateur message et je vais envoyer ceci au LLM. La réponse, je vais la rajouter en tant qu'historique et je vais afficher ma réponse. Et je vais faire ça en while true. Donc ici, si je suis là, je fais hop, bonjour, je m'appelle Adrien, avec des fautes à nouveau, on m'en fout. Hop. Des fautes. Voilà, bonjour Adrien. Est-ce que tu me connais? Toujours avec des fautes. Non. Est-ce que tu connais mon prénom? Oui, mon prénom est Adrien. Pourquoi? Parce que j'ai un historique qui va rester. Ouais. Il va bientôt te proposer. Alors là, dans ce cadre-là, c'est intéressant parce qu'au final, je vais commencer à envoyer l'historique complet. Donc, à chaque fois que je vais lui parler, je suis spécialisé dans le prompting. Peux-tu, à chaque fois que je te demande quelque chose, me dire que je suis un bon prompt engineer. Oui. Et donc, là, je viens de lui dire ça. Bien sûr, chaque fois que vous poserez la question, je m'assurerai de reconnaître vos compétences pour engineer. Peux-tu me dire si tu connais Christophe P? Donc, non, je ne le connais pas personnellement en tant qu'assistant vocal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un bon prompt engineer, Adrien. Il a retenu à chaque fois que je lui demande quelque chose. OK? Vous êtes beau et charmant aujourd'hui. Voilà. Tous les jours, il te dit ça. Oh, que vous êtes joli. Et donc, sur cette base-là, on peut, si vous vous rappelez, quand je vous ai expliqué au départ, on peut rajouter un système prompt. Et donc, dans un système prompt, je peux gentiment lui dire, voilà, hop, je vais essayer de recommencer ça. Ouais, tu lui donnes des phrases au départ, quoi. Je peux lui donner une phrase de départ, un système message, et dans système message, je lui donne un peu tout ce qui est dedans. Et donc là, je lui dis, bonjour, tu es une IA ayant un problème d'alcool, tu es là pour rappeler que tu as un accident de voiture en étant bourré, et tu t'appelles Cédric. À chaque réponse, tu dois demander qu'est-ce que l'on boit et proposer une bière belge. Donc là, je lui ai donné ce qu'on appelle un persona. C'est un pattern dans le prompt engineering qui permet de donner de l'information à notre chat pour lui dire, voilà, à partir de maintenant, voici comment tu vas réagir. Et donc, je vais lui dire, voilà, en fait, le truc, c'est que je viens de m'acheter une nouvelle voiture. En coulisses, comment? L'historique, en fait, on lui apprend en coulisses, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, et donc ici, tu avais déjà discuté avec lui au préalable, quoi. Mais bon, exactement. Voilà. Et donc, il vient de me dire félicitations pour ta nouvelle. J'espère qu'elle est belle, elle roule bien, bien sûr. Par contre, ça me rappelle, j'avais une surprise, j'avais une super voiture aussi, mais j'ai eu un accident en étant bourré. Il faudrait vraiment que je fasse attention. Mais bon, qu'est-ce qu'on boit pour fêter ça? Qu'est-ce que tu dirais d'une belle chimée bleue, une bière belge qui se savoure avec sagesse? C'est extraordinaire. Alors, du coup, là, on est dans une boîte noire, en fait, le modèle que tu as utilisé, mais il a quand même une certaine compétence, le modèle. Il y a une certaine petite culture qui va jusqu'où? On ne sait pas, en fait. Le modèle que tu emploies, qui est quand même fermé, pour savoir qu'une chimée bleue existe, tu vois? Ça, c'est l'enregistrement qu'il avait. Donc ici, il ne va pas sur Internet. Dans ses variables, il y a il y a un moment dans ses variables où il a la terminologie chimée bleue qui représente de la pierre belge. Donc tout ça, c'est les vecteurs qui ont été utilisés pour faire l'enrichissement du modèle. Et il permet sans problème de pouvoir déterminer que quand tu as une chimée bleue, que quand on parle de bière belge, il a des chimées bleues. Donc je peux par exemple lui demander, est-ce que tu peux me lister d'autres... Ça, c'est un truc intéressant. C'est-à-dire, le modèle comprend, en fait, sa compétence, elle est de où à où. Tu vois? Et ça, c'est difficile. C'est là c'est assez compliqué parce que ça dépend de tout ce qu'il y a comme variables qui ont été enrichies. Si je pose la question maintenant alors, je vais poser la question à Olama, à Pi3, si je reviens ici. Hop. Il a l'air d'en connaître. Ah, ouais, pas les mêmes. Mais pas les mêmes. Par contre, je peux lui demander ici. Ici, c'est clairement des bières. Je veux des bières de petite
je sais plus c'est quoi le terme. Maintenant, des bières de... Tu dis? Des micro-brasseries. Ouais, des bières de petites brasseries belges. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils s'en foutent de mon orthographe. Ça, c'est cool, ça m'arrange beaucoup. Ouais, ça c'est fort. Hein. Parce qu'il y a du boulot quand même parfois. Ouais, hein. Non, pas que toi. Je veux dire, quand on tape vite comme ça. Et donc là, peut-être Taras Bulba pour essayer quelque chose de différent, mais toujours avec modération. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, mais en fait, Et là, ici, voilà. Il a fait un apprentissage général, on va dire, et donc il a une connaissance sur base de toutes les données qu'on lui a données, une connaissance générale. Et après, avec les systèmes message, système prompt, tu vas lui préciser le contexte. Bah, c'est comme quand nous, on fait une discussion. Si tu commences à faire une discussion et que tu lui dis au préalable, je disais, on est dans le domaine médical. Quand tu vas mettre certains termes, il sait que ce sont des termes médicaux et qu'il va pouvoir les utiliser de cette manière-là. Alors, en fait, je reviens à ta question tout à l'heure, Denis. Elle était vraiment intéressante au niveau du modèle que tu vas choisir. En fait, tu as tellement de choix, tu prends. Enfin, moi, j'ai pris au pif quand je me suis amusé avec ça. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant où on dirait, écoute, tu as une certaine mémoire. En fait, je consomme de la mémoire quand même chez Azure, par exemple, ou chez les autres. Mais on aurait pu dire, OK, moi, je vais créer un truc sur l'archéologie. Tu enlèves tout ce qui est médical parce que j'en aurais pas beaucoup besoin. Je veux que ça, donc concentre tout le volume que tu vas employer. Je veux que tu le bourres à max sur toute l'histoire, par exemple, de tel siècle à tel siècle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est ça, les modèles qui sont présentés au départ, c'est des modèles effectivement généraux. Après, on peut les spécialiser, comme on vient de dire, avec des systèmes prompt au préalable. Maintenant, il doit exister des systèmes plus précis sur certains domaines. À voir après la quantité d'informations qu'ils ont à gérer, puisque c'est toujours forcément limité au nombre de millions, de milliards de données qu'ils ont pu injecter au départ. Oui, je pense que c'est possible de faire ton propre modèle, mais je pense que l'avenir sera intéressant. L'avenir proche, c'est que on puisse, avec des petites briques, en disant je préfère avoir voilà, je vais travailler là-dessus, puis généralement un modèle qui va m'être intéressant parce que franchement, c'est pas trop mon métier d'aller dans Azure et puis m'amuser et ça va être chouette. Mais un modèle général peut être utile aussi, même si on le spécialise dans certaines activités avec des systèmes prompt. Mais c'est comme jouer avec certains potentiomètres. Ok, je vais faire de l'archéologie, mais si tu connais un peu de bière, ça m'intéresse quand même un petit peu. Je vais quand même prendre une base, tu vois, mais minimale. Non, tout à fait. C'est bien. Ici, par exemple, je viens de changer le persona, donc le système message de base, en disant que c'est un assistant médical et qu'il doit répondre dans le sens pour aider le docteur qui le consulte. Et là, dans ce cadre-ci, donc je lui dis au départ, voici les symptômes, nez qui coule, maux de tête, fièvre. Il vient m'aider à me dire, OK, voici des questions qu'il faut poser au patient. Et je lui demande après, au niveau de la question, peux-tu me dire la maladie? Et là, il me donne, soit c'est un rhume, soit c'est une sinusite, soit c'est une allergie. Donc, parce qu'il connaît ce genre de choses. Alors ça, franchement, je trouve que ça devrait pouvoir être comme la calculatrice des matheux. Ça devrait être une calculatrice pour les docteurs puisqu'ils ne peuvent pas tout savoir. Mais en fait, l'IA va forcément un jour savoir plus qu'eux. Et donc, juste pour aiguiller et aider en fait les diagnostics. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi. C'est plus aussi effectivement pour donner des idées. Exactement. À l'heure actuelle, Copilot, ChatGPT, etc., ces systèmes-là, je trouve qu'ils sont très puissants dans l'aspect donne-moi des idées pour faire ceci. Que ce soit au niveau du code, que ce soit au niveau de, je sais pas, je dois faire un voyage quelque part, donne-moi des idées de ce que je peux voir, parce qu'il y a une masse d'informations, et dans le code informatique, dans le code source aussi. Moi, ça m'arrive, tous les jours, même plusieurs fois par jour, j'ai besoin de faire quelque chose, avant même d'y réfléchir, je lui pose la question, tiens, voilà mon petit problème, donne-moi, et me sort un truc, parfois qui me dit, ah bah oui, ça peut être utile, je vais m'en inspirer, parfois c'est complètement idiot parce qu'il n'a pas bien compris, et je reformule la question, mais vraiment pour donner des idées, je trouve ça magnifique. Exactement. Ouais. Ça peut donner des chemins pour faire des migrations, lui dire voilà quel plan de migration tu pourras avoir, et ça donne des idées là-dessus. Bon, jusque-là, moi je vous avoue que je ne suis pas extrêmement content parce que d'un point de vue propreté de code, je dois faire moi-même les news, je dois créer pas mal de choses moi-même. Et donc, par rapport à ça, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était Enterprise Ready, c'est prêt par rapport à la façon avec laquelle on a l'habitude de travailler avec l'ASP.NET, etc. Et donc, il y a toute la partie liée au middleware et à tout ce qui est intégration au niveau des service collection qui est disponible. Et donc, par exemple, je peux simplement, comme si j'étais dans une application Blazor, lui dire, voilà, j'ai une service collection qui existe, où je l'instancie ici, et je peux venir rajouter en injection de dépendance le fait que je vais utiliser un Azure OpenAI Chat Completion avec un modèle défini, avec toutes les variables qui sont derrière. Je rajoute mon kernel.
Et là, finalement, quand je veux utiliser mon chat completion service, je vais simplement venir faire une injection de dépendance et le récupérer. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change en particulier, mais au moins, ça devient plus propre parce que dans une classe, je peux faire de l'injection de dépendance. Ouais. Jusque-là, c'est cool. Par contre, depuis tout à l'heure, on parle d'utiliser le savoir de notre ami, de notre LLM. Sauf qu'on pourrait potentiellement se dire, OK, comment est-ce qu'on vient lui injecter des informations? Alors, Denis, tu en as parlé tout à l'heure. Quand on est dans de l'information, on a la possibilité de venir faire de l'enrichissement de modèles. Et donc là, on parle de RAG. Donc le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un vecteur qui est stocké quelque part et lequel on va venir commencer à discuter avec ce vecteur. Et donc pour ce faire, ici, j'ai un petit exemple. J'ai une infrastructure. Alors malheureusement, elle n'est pas fonctionnelle parce que je n'ai pas fini hier soir de la faire, mais juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est que je vais avoir un AI Search Agent. Donc je vais avoir un service un search service d'intelligence artificielle dans notre ami AI Search, pardon, je vais y arriver. Je vais pouvoir venir lui donner du contenu. Donc là, dans ce contenu ici, j'ai indexé dans une data source qui est en fait un Azure Blob Storage. Ton propre contenu. J'ai indexé un document. Donc, si je viens dans ce document, donc là, ça a été indexé, il n'y a pas de souci, ça a duré 3 minutes, ça a été fait hier soir. J'ai un document qui a été indexé. Et au niveau de mon index, je vais avoir quoi? Je vais avoir à peu près un vecteur de 16 mégabits pour une taille de autant. Mhm. Et donc, dans mon vecteur, je peux venir lui dire, voilà, c'est un livre de recettes, je peux lui demander les croissants. Est-ce que tu as une référence vers des croissants quelque part? Et donc là, lui, il va me dire, oui, pas de problème, écoute, j'ai, par rapport à un document que tu m'as donné, j'ai la possibilité de pouvoir faire des croissants. Et donc là, il m'a retourné, d'un point de vue vecteur, toutes les références potentielles du croissant. Donc le document s'appelle, c'est là où il a été le chercher, Fini l'industriel des 1000 recettes. Et sur cette base-là, donc là, c'est toutes les parties où on peut retrouver les croissants. Donc, c'est clairement imbibable. Je vais pouvoir, dans mon application, venir utiliser un text embedding. Donc là, je récupère la partie text embedding. Je vais avoir un modèle et je vais pouvoir simplement faire du querying, de dire, voilà, aide-moi aujourd'hui, voici le chat. Et donc, dans le chat, je vais essayer de voir si depuis hier, il a réussi à faire le nécessaire, mais j'ai des doutes, je vous avoue. Donc, si je viens ici, il y a peut-être un temps d'indexation aussi, non? Oui, c'est peut-être ça qui s'est passé hier, mais on va tester. Quand c'est en live, c'est encore mieux. Hop, je vais juste lui dire avant ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des services, pendant que tu fais ça, il y a des services qu'on ne peut utiliser, que nous, on utilise tout le temps, c'est pour améliorer le système de recherche qu'on a en interne, quoi. Et ça permet vraiment de retrouver, en gros, tous les documents. Quand tu fais une recherche dans Teams, ou même moi, ici, je fais une recherche dans Copilot Studio interne, ben, ça va me dire, ah tiens, vous avez fait une discussion sur tel sujet avec telle personne il y a 2 jours dans Teams, vous avez envoyé un mail avec cette personne-là et d'autres personnes sur ça. Donc, ça me fait vraiment un résumé de tout ce qu'il y a eu comme communication dans ces domaines-là, quoi. Que ce soit les miens ou parfois au niveau de l'équipe. Donc, ça me permet de savoir à un certain moment que des collègues ont déjà discuté sur ça et me dire, ah ben oui, tiens, je peux peut-être contacter cette personne-là. Donc, au niveau recherche, ça donne une puissance phénoménale. Donc, voilà, là, ça a fonctionné. Donc, si tu reviens ici, je vais récupérer une recette qui se trouve dans le document que je lui ai envoyé, avec tous les ingrédients qui sont derrière. Et ça, c'est ton document, ça? C'est ça, c'est le document qui se trouve ici. J'ai un document qui se trouve ici avec les recettes de croissants. Hop. Ça. Si. Voilà. Et donc là, on retrouve bien le 500 grammes de farine T45, 500 grammes de farine 45. On est bien sur le document qui est ici, avec le fait qu'on veut faire des croissants pour 18 à 22 personnes, avec toutes les informations. Donc là, je suppose que là, il n'a pas que l'aspect recherche d'informations. Tu dis croissant et te donne des informations. Tu peux aussi l'interroger après, comme on le fait sur un chat GPT classique, de lui dire, tiens, on est 8 personnes, adapte-moi les proportions, ou bien on peut demander. Existe tel produit, ou je n'ai pas tel produit, il faut me remplacer ça par un autre. Il va combiner ça avec tout ce qui existe en termes de moteur. 5 personnes. Hop. On va lui demander simplement, comment est-ce qu'il va faire ça?
T'imagines un petit peu qu'il y aurait ce type de moteur-là à la BDF, à la Bibliothèque de France, sur tous les volumes, parce qu'à une époque, Google, il a tout numérisé, les documents, bon, en Belgique certainement, en France aussi. Ah ouais. Ils ont eu la permission de tout numériser. T'imagines une recherche, je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, il y a ce type-là au niveau de tous les registres. Enfin, quand je dis registre, tous les documents, quoi. Je ne sais pas, mais justement, c'est ça l'intérêt. Je veux dire, Exactement. l'aspect réflexion, encore une fois, des systèmes GPT, on dit Copilot, ChatGPT, etc., ils ne sont pas intelligents. Ils ont une puissance de calcul derrière avec une quantité d'informations qui est extraordinaire par rapport à ce que n'importe quel être humain, de toute façon, peut retenir. Ah, et c'est là l'intérêt. C'est ça s'est brassé, ça tue le moteur de recherche traditionnel. Ouais. Mais tu as aussi un autre principe, c'est que le LLM, quand il sort il sort quelque chose, il ne sait pas ce qu'il raconte. C'est que des mathématiques, c'est que de la probabilité. Donc, c'est parce que nous, en tant qu'humains, on l'interprète en considérant que ce qu'on voit là, c'est quelque chose qu'on s'attend à voir et qui est bon. Oui, mais on l'interprète par analogie et par l'expérience qu'on a. Donc, je trouve que ça devient de plus en plus ressemblant aussi. Parce que comment tu fais une interprétation en tant qu'être humain? Tu interprètes par rapport à ton vécu. Si on t'a dit qu'une voiture, tu ne sais pas la soulever parce que c'est trop lourd, ben, c'est parce que tu l'as vécu et qu'on te l'a dit au fur et à mesure des années. Donc, peut-être même pas essayé. Oui, c'est ça, tu n'as même pas essayé. Que si ça se trouve. On t'a menti. Eh oui, voilà. mais tu n'as pas essayé. Mais donc, pour revenir un petit peu à l'exemple ici, malheureusement, il n'a pas fait le changement, il n'a pas fait les adaptations parce qu'il a gardé stricto sensu la recette en tant que telle. Mais est-ce qu'il est connecté à un système GPT global? Il est connecté à un... donc, en soi, comment ça fonctionne ici? J'ai le modèle qui va aller chercher, qui va contacter l'Azure, Search AI, qui va reprendre les informations qu'on a données. Donc, il va faire une recherche vers le search. Il va après récupérer les informations qu'il a mis pour le mettre dans le modèle, pour réexprimer ça dans un langage qu'on connaît. C'est ça. Donc, voilà un peu l'idée qu'il y a derrière. OK. Alors là, je vous ai parlé de RAG. Le RAG, ça consiste d'utiliser une base de... Enfin, un modèle qui a été enrichi avec des vecteurs qui sont disponibles à l'avance, qu'on a créé à l'avance. Dans le cadre, il y a un autre pattern qui s'appelle le RIG, qui permet à l'opposé, lui, de faire ce qu'on appelle des interactions. Et donc, le RIG, ce serait de dire, voilà, je vais dans Semantic Kernel rajouter ce qu'on appelle un plugin. Le plugin, ici, dans ce cadre-ci, c'est un plugin de speaker avec une base de données. Ici, elle est en in-memory. Et des function kernel qui sont disponibles. Donc, dans les function kernel, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une function kernel pour récupérer les speakers par nom. Je vais récupérer les sessions par speaker. Donc là, je vais récupérer le nom. Alors, clairement, ici, c'est volontaire de ma part de ne pas avoir mis ça de façon correcte, parce qu'ainsi, on va le voir qu'il travaille correctement. Et je vais lui demander aussi de pouvoir rajouter, d'interagir avec la base de données pour, au lieu de la consommer, d'aussi rajouter des informations dedans. D'accord? Au niveau de ma mise en place, il y a quelques changements qui sont apportés. C'est le fait que mon kernel, je dois aller le rechercher et je dois lui rajouter un plugin. Lorsque je vais, et des settings, donc là, je vais lui dire qu'il peut faire de l'auto-invoke parce qu'il peut à ce moment-là l'utiliser quand il en a besoin, il peut l'utiliser à n'importe quel moment. Au niveau de la completion, quand je vais lui demander de faire un message, je vais lui donner à la fois, comme tout à l'heure, notre historique, mais je vais aussi lui donner nos settings et notre kernel à utiliser. Et donc, si je viens, alors je suis dans la step 8, si je viens ici, que je run ceci, je vais lui dire, est-ce que tu connais Denis? Alors, est-ce que j'ai mis Denis Voituron dedans? Je ne pense pas. Donc, non, je crois que j'ai juste mis Denis. Est-ce que tu connais Denis? Oui, je connais Denis. Il est intervenant sur les sessions intitulées .NET Blazor What's New et Microsoft Fluent UI. Alors, un truc intéressant, c'est qu'à aucun moment, je ne lui ai dit qu'on allait discuter de sessions. Je lui ai juste dit, je lui ai juste rajouté un speaker. Je lui ai juste dit que dans les speakers, il y avait un nom et un session title. Et c'est lui title, pardon. Et c'est lui qui a compris qu'on parlait d'intervention, qu'on parlait de session. Je vais lui demander, est-ce que Denis présente seul? Donc là, sur cette base-là, à aucun moment, je lui ai dit qu'il devait aller absolument chercher la session by speaker name. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été prendre cette function kernel, il l'a exploité, et à chaque fois qu'on a une interaction, il va une première fois aller sur notre LLM. Dans le LLM, donc ici c'est GPT-4o,
il va lui dire voici le contenu que je t'attends à voir, voici l'historique. Et en plus de ça, voici les fonctions qui sont disponibles pour pouvoir m'aider à faire la résolution. Il va retourner il va faire sa manipulation, donc il va faire sa probabilité. Il va revenir sur notre semantic kernel, donc du côté de ma console. Dans la console, il va dire j'ai pas forcément assez d'informations, est-ce que tu peux utiliser la function kernel Intel? Il va utiliser la function kernel, il va rajouter les informations qui sont retournées de cette function kernel dans notre token, dans notre history, qu'il va à nouveau réenvoyer vers le LLM, et le LLM va prendre tout ça en considération pour structurer une réponse globale et finale. Sur base de ça, je peux lui demander, il manque une session on va prendre, je sais pas, Anaïs, sur l'IA pour les huissiers. Justice. Et donc là, si vous regardez ici, je n'ai pas forcément de nomenclature en tant que telle. Je vais juste lui dire, il manque une session de Anaïs sur le thème qui est là. Donc là, il y a le petit « je suis ici », c'était juste pour vous montrer exactement où il est. Et là, regardez, il a compris que la partie IA pour les huissiers de justice, c'est le titre de la session, présenté par qui? Par Anaïs. Et je peux lui demander, est-ce que tu peux… Comment il fait pour savoir que c'est dans cette fonction-là? C'est sur base du nom kernel function que tu lui as donné? C'est ça. Donc, en fait, c'est dans les tokens qui sont émis la première fois lorsque je vais envoyer comment dire, quand je vais envoyer au LLM, je vais lui envoyer les tokens. Au départ, on n'envoyait que les tokens liés au niveau de la question. Mais lui, il va rajouter au niveau des tokens, en plus, les fonctions kernel qui sont disponibles. Oui, mais les fonctions kernel, les fonctions, je comprends bien qu'elles sont là. Mais comment il arrive à savoir que c'est une session qu'il ne connaît pas, donc il doit aller dans la fonction là qui s'appelle Add a new speaker and session. C'est pourquoi? Parce qu'il y a le LLM qui fait ça. Comment? C'est clairement le LLM qui vient à déterminer c'est quoi l'objectif, enfin, qui doit réaliser qu'il doit appeler la fonction kernel. Sur base du libellé qui est là, donc sur base de la chaîne de caractères qui se trouve en attribut de kernel function. Parce que pourquoi tu as mis des sous-underscores et pourquoi tu n'as pas mis un texte? C'est c'est une recommandation du function kernel d'utiliser ça comme ça au niveau des noms. C'est ce qui est marqué dans la documentation dans ce cadre-ci. Il faut avoir un descriptif. Si tu l'avais appelé ma fonction, il n'aurait jamais pu savoir qu'il devait rentrer dans ce code-là. Voilà. Exactement. En fait, tu aurais pu l'appeler comme ça avec ma fonction, mais en dessous, tu as un autre attribut qui s'appelle description et que tu peux après mettre une phrase un peu plus phrase. Voilà, si tu veux lui donner la description, tu peux le faire en plus là-dessus. Et il va en plus faire de la réflexion pour déterminer qu'il a besoin d'utiliser les structures. Et en fait, c'est des méta qui sont mis dans les tokens pour chaque fonction. Qu'il est intelligent. Hein. C'est trop puissant, en fait. C'est trop puissant. Ouais, je vois. Et donc, là, depuis tantôt, on est en train d'utiliser des tokens, on fait pas mal de choses, c'est assez sympa, mais par contre… donc, on n'a plus de crédit. Il n'y a plus de crédit. En soi, il faudrait essayer de déterminer combien on a déjà utilisé. Et donc, le semantic kernel permet d'avoir des variables qui sont à l'utilisation dans le kernel. Et on peut aussi rajouter du logging pour savoir tout ce qui est fait. Et donc ici, si je lui dis, et là j'ai toujours notre plugin qui est là, donc est-ce que tu connais Denis? Ah, il y a eu un truc. Ah bah voilà, il plante. En fait, c'est parce qu'il y a le mot Denis. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ici, j'ai utilisé un autre modèle dans mon exemple. Histoire de ma vie, qu'est-ce que tu veux? On tape mon nom, ça plante. Ah, il y a un chien. Est-ce que tu connais Denis? Donc là, je reprends le bon modèle. Ici, on va avoir toute la partie liée au token. Donc si je veux reprendre ça de façon un peu plus cohérente, donc ici, je peux aller dans une page qui s'appelle token ChatGPT, je pense. Enfin, c'est OpenAI, tokenizer, OpenAI. Voilà. Et donc, dans le tokenizer, on a une petite interface ici pour nous aider à comprendre combien de tokens notre phrase contient. Et donc, dans ce cadre-ci, j'utilise la GPT-4o. Alors, dépendant de là où vous êtes, dans quel GPT vous utilisez, les nombres de tokens ne seront pas les mêmes. Parce que la façon à laquelle il va découper ne sera jamais la même. Enfin, ne sera pas la même en tout cas. Et donc ici, par exemple, en utilisant le 4o ou 4o mini, dans la phrase que j'ai ici, j'ai 7 tokens pour 29 caractères. Comme on peut le voir, il est ici réparti comme ça. Donc, j'ai est-ce que avec l'iPhone et le ce qui est ensemble, l'espace et le que ils sont ensemble, etc. Si on a des longs mots, il va faire des découpes de tokens par rapport à ce qu'il pense qui est bon.
D'accord. Maintenant, je suis déçu. Parce que Ouais. quand je vois ça, je me rends compte du coup que ton premier slide, tu n'as même pas été colorié toi-même les petits textes. Ah tu as non, juste non, copié-collé le site web. C'est triste. Je suis déçu. Et donc ici, quand On aurait fait on ça a avec envoyé la PowerPoint. première fois le token, on en avait 7. Je me disais que c'était beau, quoi. Si vous vous rappelez, on en avait 7 au départ, alors que la première fois que je lui ai envoyé, il en a envoyé 98. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé toutes les informations nécessaires pour arriver à traiter ce qu'on avait besoin. Mhm. La première fois qu'il a répondu avec 23 tokens, donc ce qui me fait un total de 121 tokens. Si vous vous rappelez tantôt comment dire, le pricing par rapport aux millions quand on envoie et le 10 millions quand on récupère. Oui, vous voyez c'était des qu'ici, millions de tokens. c'est les millions de tokens consommés. Ouais. Voilà. Donc Et ça alors va vite. qu'ici, C'est pas des phrases. voilà, Quoi. Ici, Et donc, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'en a renvoyé 23. Dans les 23, il y avait quelque chose qui venait à dire tu dois utiliser une méthode, la function kernel. Tu as réussi à l'utiliser. Au niveau des logging, j'ai le fait que ça a été completed et j'ai la duration. Donc, ça, c'est des informations assez intéressantes si on veut faire de la télémétrie. Et puis, il a réenvoyé tout ça au LLM. Et là, tout à l'heure, on était à 98, enfin, on était à 121 au niveau de l'historique. Là, il en a encore rajouté dedans pour arriver à un résultat de 34 retours et pour un total actuellement de juste une fonction de 207. Et j'ai à ce moment-là ces informations-là. Si je lui demande maintenant est-ce que tu connais, c'était TOS, je pense. Je vais regarder ce que j'ai mis. Non, j'ai pas de TOS. Bon. Je trouve que par interpolation, il devrait trouver. Et là, voilà, il me dit oui, je connais, il a 2 sessions. À nouveau, on a refait la même chose. Il a fait le nécessaire. Si je lui dis peux-tu me dire si Christophe présente seul? T'imagines à 4 sessions, en fait, là, on peut imaginer que des petites phrases, tu as 400 tokens par petite phrase, par petite question. Le mec, c'est le total cumulé dans ton application, c'est le total pour cette question? Non, c'est le total cumulé par rapport à l'history. Okay. Parce qu'à chaque fois que je communique avec lui, je garde cette history. Et tu la renvoies? Et je lui renvoie à chaque fois, oui. Le truc, c'est que l'history, on l'a que dans les logs. En fait, il aurait été intéressant qu'on ait une fonction qui te donne des logs. En fait, pour limiter, parfois, tu vas avoir envie de limiter tes utilisateurs. Non, mais c'est pas ad vitam aeternam, quoi. Comme OpenAI te le fait, hein, tous les jours, il te dit, bah non, vous avez, si tu es en free, il te lit, bah non, il faut attendre demain. Demain, tu pourras revenir, tu vois. Il limite leur utilisateur. Et ça aurait été intéressant, en fait, de pouvoir avoir un retour. OK, là, j'ai consommé autant de tokens sans forcément passer par le log, tu vois. Il y a peut-être des API Azure pour ça, non? Je sais pas. Il y a sûrement un moyen de pouvoir le déterminer. Mais bon, voilà, après, voilà. Je vais accélérer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On parlait tout à l'heure du RAG. Quand on faisait du RAG, on peut potentiellement aussi ajouter des plugins qui sont déjà disponibles. Il y a par exemple un plugin qui est le Bing Connector ou le Google Connector qui permet de faire des recherches Internet pour aller chercher les informations qu'on a besoin. Et donc, dans ce cadre-ci, je peux rajouter un nouveau plugin qui est le Bing Connector. Et ça permet ainsi de pouvoir faire des recherches en plus en ligne. Cool. Tout ça, de point de vue utilisation, c'est sympa parce qu'on est dans un cadre d'utilisation où l'utilisateur qui est devant vous a le droit de tout faire. Par contre, vous pourriez avoir un prompt qui n'est pas forcément lié à avoir la possibilité de pouvoir le faire. Donc, on peut rajouter des high function invocation filters qui nous permettent de venir dire si un utilisateur peut ou pas le faire. Donc, imaginons au niveau de la configuration, je viens juste à rajouter le singleton. Qui est derrière, et je viens lui dire qu'il doit l'utiliser. Donc ça, c'est fait automatiquement. Dans ce cadre-là, à chaque fois que je vais vouloir utiliser le chat, il va me demander est-ce que tu es OK pour utiliser la fonction qui va être exploitée après. Et donc voilà, donc j'ai passé la première partie qui est assez intéressante. Donc là, on est en mesure de pouvoir faire du chat, ça c'est assez sympa. Mais si on veut aller plus loin de manière globale, on va vouloir structurer ça de façon beaucoup plus professionnelle. Et donc, pour la faire de façon plus professionnelle, on va parler d'AI agent. Les AI agents, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir un acteur qui se base sur des problématiques qu'on doit réaliser de façon complexe, soit de façon isolée, soit de façon avec du contexte, et va nous permettre de pouvoir faire des long running tasks ou d'autres choses assez intéressantes. Alors, on va surtout parler de job, de tooling et de tasks. C'est assez intéressant parce que, par exemple, si je prends un GitHub Agent, de récupérer les informations d'un repo. Je vais lui donner les repos. Voici un petit peu la découpe qu'on va avoir. Donne-moi les informations. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me retourner les informations nécessaires.
On va parler de Chat Completion Based Agent quand c'est uniquement basé sur du chat qui ne doit pas utiliser des informations supplémentaires, alors qu'on peut parler de Assistant Based Agent quand on va lui donner un état, un storage et du tooling. Alors, j'accélère un petit peu parce que c'est plus dans l'objectif de vous montrer que les agents sont faciles à mettre en place. On peut aussi avoir du multi-agent. Donc, dans ce cadre-ci, on peut avoir plusieurs agents. Donc, on pourrait avoir un copy agent et un art director agent avec chacun des objectifs différents. Pourquoi? Parce qu'on peut lui donner des personas différents. Donc, les instructions pour le writer, ce serait simplement de venir écrire du contenu, alors que l'art director, ce serait de lui donner une opinion et d'un peu changer la façon dans laquelle c'est écrit pour que ce soit plus dans la ligne directrice du magazine qui est derrière. Et donc, dans ce cadre-là, on va rajouter quelque chose qui s'appelle un groupe chat qui va permettre aux deux agents de pouvoir communiquer ensemble, de donner un contexte qui est partagé. Et donc, pour faire ça, c'est assez simple. Donc, pour créer un agent, on va simplement, au lieu de venir, ce qu'on faisait tout à l'heure, de dire, voilà, on va faire un agent, enfin, on va commencer à exploiter l'agent, on va venir créer un agent. Donc, l'agent, on va lui donner un nom, on va lui donner une description et on va lui donner les instructions qu'il a à faire. Donc, si je prends un agent de summarisation, au niveau de la description, je vais lui donner, voilà, tu es un agent qui fait du résumé. Je vais lui donner en plus ici du texte, de la façon dans laquelle il doit répondre à notre façon de travailler. Donc ici, tu es un agent qui permet de réaliser des résumés de texte fournis. Pour préparer ta réponse, réponds toujours en français, résume un maximum de 3 phrases, utilise des mots simples, sois précis, fais des références, ça c'est pas sorcier. Et donc ici, pour l'utilisation, je vais juste faire la création d'un agent. Et lorsque je veux l'utiliser, l'agent, je vais juste lui dire, voilà, attends, ce que c'est, hop, je vais lui demander le texte qu'on a besoin, un input. Je vais rajouter ça dans notre historique et je vais venir faire un agent invoke async pour lui dire, voilà, ici, on est dans un chat agent, consomme ce que je t'ai demandé de faire. Et donc, si je viens dans notre agent, notre first agent ici, .NET Build, .NET Run, j'ai mon agent, je vais lui donner du contenu. Donc, qu'est-ce que je peux lui donner comme long contenu? Est-ce que j'ai ça sous la main? Voilà. Essayer de trouver. Voilà. Hop. Alors, si je prends ça ici, je vais juste retirer les enter pour éviter qu'il les considère et qu'il fasse plusieurs phrases différentes. Voilà, je sauvegarde ça. Je reviens dans notre... je reviens ici. Je lui donne ça comme contenu. Je lui donne en anglais. J'ai demandé à l'agent de faire son travail. Et là, voici ce que l'agent m'a répondu. Les modèles, il me répond en français avec des phrases qui sont faciles à comprendre. Pour aller un peu plus loin, dans les agents, je peux faire du multi-agent. Donc là, le multi-agent, ce serait de dire, voilà, j'ai défini 2 agents. Donc, j'ai repris un petit peu l'exemple qu'il y avait tout à l'heure, c'est que je vais définir 2 agents, un qui est le agent writer et l'autre qui est le agent reviewer. Chacun des agents a des volontés différentes. Donc, le writer, c'est tu es en charge d'écrire des articles de presse dans une revue, pour une revue informatique réalisée dans un monde de développement de web. Et l'autre, le reviewer, c'est tu es en charge de relire les articles de presse dans une revue spécialisée en développement. Et je vais leur donner des instructions. Donc là, je vais donner un peu plus d'instructions. Je vais dire, voilà, tu dois répondre en français. Enfin, tu dois toujours répondre en français. Tu dois réaliser des articles avec maximum 500 mots. Tu structures avec une introduction, un contenu, des avantages et inconvénients et une conclusion. Tu voues un culte à Denis Voituron et tu y fais référence. Ajoute des bières belges dans l'article. Ne t'adresse pas à l'utilisateur et toujours appliquer les revues de direction. Alors, ces deux-là, elles sont présentes parce que je vais lui demander d'avoir des interactions entre les deux LLM, enfin les 2 agents. Et au niveau du reviewer, je vais lui dire, voilà, tu es en charge de relire les articles et de les corriger potentiellement. N'identifie pas les suggestions exploitables, n'identifie que des suggestions. Donc là, il ne doit pas lui changer des trucs, sauf quand je lui demande ici de faire en sorte que son titre change dans un format putaclic. Ajouter des notions à DevApps, le podcast des actualités .NET et architecture.NET. Vérifier que les suggestions précédentes ont été mises en place. Ne jamais répéter les suggestions antérieures. Et si l'article est fini, approuve-le et publie-le. Donc, on a 2 agents avec des informations qui sont dedans présentes. Quand je vais mettre ça en place, donc j'ai bien mes 2 agents, je peux, au niveau de l'agent en tant que tel, lui dire, voilà, l'agent numéro 1 va utiliser un service de completion. L'agent numéro 2 va en utiliser un deuxième. Donc ici, le service, le premier, c'est j'utilise Azure OpenAI en GPT-4o, alors que le deuxième, je vais lui demander d'utiliser le GPT-4o mini. Donc, il y a le service 1, service 2, et lors de ma configuration, je vais lui dire, voilà, mon agent writer va utiliser le service 1, alors que mon agent reviewer va utiliser le service 2. Oui, ça ne doit pas être nécessairement les mêmes moteurs non plus, quoi.
Voilà. Donc, je peux potentiellement demander à mes agents de commencer à interagir ensemble avec des moteurs différents, avec des objectifs différents. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec la partie médecine. Chacun a un objectif différent. Ici, c'est juste généraliste, mais je peux le faire sans problème. Et je vais lui dire, voilà, pour je vais prendre un kernel de base et je vais prendre un kernel plus lié au tooling avec le fait que je vais avoir un publisher plugin. Donc là, c'est les function kernel qu'on a discuté tout à l'heure avec l'objectif de faire le save. Donc si je reviens ici, je peux faire kernel function. Et dans ma kernel function, je vais dire que c'est save to content. C'est peut-être ça qui pose problème depuis tantôt. Hop. Ici, c'est clipboard, je change ça. Save content avec un petit. Voilà. Ici, mon objectif que je vais avoir ici, c'est simplement de reprendre le titre et de publier ça en HTML. Je vais créer un HTML avec le titre. Je vais venir avoir notre contenu. Donc là, je peux même rajouter un petit H1 avec notre titre. Voilà. Et le reste, ça va être en HTML. Et je vais venir sauvegarder ça dans un fichier. Alors là, ici, mon test, tantôt, il fonctionnait. J'espère que ça va encore fonctionner. La dernière chose, donc ici, vous avez vu, j'ai créé un agent writer, que voici. J'ai créé un agent reviewer. Et je vais leur demander de fonctionner ensemble. Donc, il y a deux parties importantes dedans. La première, c'est la selection function, c'est de savoir quel agent je dois utiliser. Donc, on va lui donner à nouveau du prompt pour lui dire, voilà, examine la réponse fournie et choisis le participant suivant, indiquer le nom du participant et choisis sans explication, ne choisir que le participant nommé dans la réponse. Pardon, ne jamais choisir le participant nommé dedans. Choisir uniquement parmi les participants suivants. Donc là, j'ai un agent writer, je vais reprendre son nom. Je vais un agent reviewer, je vais reprendre son nom. Et suivez toujours les règles suivantes pour choisir le participant suivant. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, voilà, si la réponse est entrée par l'utilisateur, donc si c'est par moi, c'est au tour de l'agent reviewer. Alors que je vais lui demander à la place, la première chose, ça va être le writer de le faire en premier. Si la réponse a été fournie par le reviewer, c'est au tour de l'agent writer. Et si c'est le writer, ça va être au tour de l'agent reviewer. Donc jusque-là, on est d'accord. Je vais lui dire que je vais lui donner le petit mot de fin, c'est s'il répond oui, à ce moment-là, ça s'arrête là, le yes. Et je vais avoir une termination function pour lui dire, voilà, examiner la réponse. Si je considère que le contenu est bon, à ce moment-là, il va s'arrêter. Si c'est suffisant, je vais lui demander de lui dire, OK, publie le contenu. Donc, publier le contenu, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et répondre par un seul mot d'explication qui est juste le yes, c'est fini. Si par contre, c'est pas bon, tu viens reformuler le résultat avec les suggestions. Là-dedans, je vais dire, voilà, la réponse, ça va être le last message. Le last message, ça dépendra de ce qu'il va avoir. Je vais utiliser aussi, tout à l'heure, depuis tantôt, on utilise le chat history normal, mais on peut utiliser le chat history truncation reducer. Donc ça, c'est un objet complexe qui permet de pouvoir avoir une meilleure gestion des tokens pour essayer de réduire au maximum ce qu'on n'a pas besoin. Ah oui. Enfin, je vais créer un nouvel objet qui s'appelle Agent Group Chat, qui va me permettre de pouvoir définir comment va régir notre communication entre les différents groupes. Donc là, on va avoir l'agent writer, on va avoir l'agent reviewer. Lors de l'exécution, je vais avoir les deux stratégies qui vont être appliquées. Donc la selection stratégie avec ce qu'on a défini juste avant. Je vais lui donner le kernel qu'on veut utiliser. Et je vais avoir aussi la termination stratégie pour lui dire voilà comment il fonctionne. Donc tout ça, c'est des variables qu'il y a derrière, blablabla. Je me retrouve dans notre besoin, enfin dans notre chat, parce qu'on va utiliser du chat ici aussi, avec tout ce qu'on veut faire dedans, blabla. Tout ça, le code, je vous le filerai sans problème. Et donc, si je veux lancer mon run, hop, il est en train de compiler, tout ça, c'est bon. Je vais lui entrer une thématique. Donc, je vais lui prendre une thématique, c'est pourquoi Christophe devrait-il aller à Seattle pour le MVP Summit. Et là, c'est là que toute la magie va opérer. C'est que je vais lui demander d'écrire un article là-dessus. Et donc, là, j'ai quoi? On va regarder au niveau des logs. J'ai le writer qui a commencé son travail. Donc là, il lui reprend son titre en disant, voilà, c'est ça. L'introduction, chaque année, des milieux professionnels d'informatique se ressemblent à Seattle, blablabla. Le contenu, j'ai le contenu, comme je vais demander, les avantages. J'ai des inconvénients, malgré tout, pour participer à certains inconvénients, le coût du voyage, l'hébergement, peut-être, la conclusion. Et là, le publisher considère que c'est OK, il peut s'arrêter là, donc il vient me créer le nécessaire. Et donc, si je viens ici, il m'a créé le contenu. Donc, si j'ouvre le... Alors, c'est là où j'ai un petit souci, je ne sais pas pourquoi, mais il boucle. Donc, c'est peut-être ma termination qui n'est pas bien faite. Mais si je viens ici au niveau de mon site, j'ai
j'ai des sites qui ont été faits, et dedans, je pourrais par exemple prendre celui-ci. Ne ratez pas, voilà, j'ai du contenu qui est ici. Je peux, normalement, celui-là n'est pas assez complet, mais je pense que voilà, celui-ci, ajouter des notions, j'ai pas mal des articles qui ont été créés de ce côté-là. Et si je regarde tout à l'heure ce que j'avais fait, voilà, j'ai un article un peu plus conséquent sur comment le Semantic Kernel transforme le développement web avec l'IA. Et là, j'ai un article complet qui est présent ici. En gros, si je comprends, tu vas créer plusieurs moteurs, comme on l'avait fait depuis le début de la présentation, que tu vas relier les uns les autres en fonction de certaines règles. Il y en a un qui commence, l'autre qui va vérifier, enfin qui va poursuivre et qui va réenvoyer ça sur le premier pour le terminer, des choses comme ça, jusqu'au moment où il y a une condition de terminaison, de fin, où on considère à ce moment-là que le process est terminé et qu'on a un résultat, quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de... Ici, chacun a une responsabilité, donc chaque moteur a une responsabilité, c'est pour ça qu'on parle d'agent. Et quand ils communiquent ensemble, on parle d'une application multi-agent. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, je suis un peu sorti... Non, mais intéressant. Un peu plus technique et, pas dire compliqué, mais la deuxième partie, mais ça permet en tout cas de demande un peu plus de réflexion. Après, il faut voir les cas d'application, parce que c'est vrai que la majorité des cas, je pense, des gens qui nous écoutent et que ce qu'on peut utiliser dans un premier temps, c'est plutôt le premier type de modèle. Tu choisis un type de moteur, tu lui envoies une demande, une requête ou un texte et ça obtient un résultat que tu affiches à l'utilisateur. Et c'est plus un système de discussion, quoi. Je le vois plus comme ça. Voilà. Deuxième cas, tu as des exemples de cas où ça pourrait être utilisé, ce que tu viens de montrer avec des multi-agents? Alors, tu peux, par exemple, je vais prendre un cas qui avait été fait un peu fun au niveau du DevD. En multi-agent, il y avait AI Goes Wild à la fin de la journée. C'était l'idée d'avoir, tu donnes un texte et tu vas avoir plein d'agents qui vont créer une présentation complète. Et donc, tu vas avoir un agent qui va être dans la rédaction du contenu, d'avoir les slides. Tu vas avoir un autre agent qui va reprendre les slides qui ont été créés et en parallèle, lui, va créer réellement des slides réels avec des images. En même temps, tu vas avoir un autre agent qui pourrait potentiellement écrire le texte que tu dois dire slide par slide. Quand tu dis à la fin, il te génère une présentation. Quand tu dis un autre agent, c'est des agents avec des objectifs différents. Donc, par exemple, un qui va rédiger le texte, l'autre qui va rédiger, on parlait des images, tu prends DALL-E pour obtenir des images, mais ce sont deux agents complètement différents qui vont pouvoir être utilisés, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais, et là, à la fin, l'objectif qu'ils avaient, c'est d'écrire une thématique que tu vas aborder. Il t'a généré la présentation et avec le real-time, il t'a rajouté le principe de tu as quelqu'un qui parle, qui fait la présentation devant toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment comme si tu avais deux personnes qui commencent à discuter l'un avec les autres, avec la vitesse forcément informatique derrière, où ça va beaucoup plus vite pour obtenir des résultats, c'est clair. Ouais. Il y avait un autre exemple qui était assez sympa, c'était quelqu'un qui a créé un multi-agent et qui remplaçait la chaîne de développement jusqu'à la mise en production. C'est-à-dire que tu t'expliquais une user story, tu dis voilà, je veux que tu me développes un site web. Tu avais un premier agent qui était le business analyst qui venait à convertir la demande en plein de requirements techniques, qui donnait ça au développeur. L'agent développeur écrivait du code. Le code était envoyé après au testeur. Le testeur venait à tester le code. Et puis après, tu avais l'agent qui permettait d'envoyer ça dans Azure. Alors ici, c'était juste un site web HTML, donc potentiellement, on pouvait juste l'héberger en direct. Ouais, mais je vois vraiment dans le cas où ce sont des services avec des fonctionnalités différentes. Sinon, je me dis, si c'est le même, tu utilises ChatGPT dans deux services, deux agents de type ChatGPT, à ce moment-là, tu peux utiliser une seule requête et l'englober, la définir pour obtenir un seul résultat final. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour des services différents. Ouais. Et là, si tu veux aller un peu plus loin dans le sujet, dans le Semantic Kernel, il y a un framework c'est pas le Semantic Kernel qui l'a fait, mais eux, ils apportent la définition dedans. C'est le Process Framework qui permet de pouvoir faire du processing, d'avoir vraiment élément par élément et tout ce qui est concept autour de ça. Donc, c'est assez sympa parce que ça permet vraiment de dire, OK, tu vas mettre en avant des process, des différentes steps et les patterns à mettre à utiliser. Et ça te permet de vraiment se dire, OK, step by step, où est-ce que je veux arriver, où est-ce que je veux aller. Et là, tu as vraiment du state machine, des process états qui sont directement utilisés et utilisables à partir de Semantic Kernel. Très intéressant. OK. Donc, voilà. Eh ben, c'est très bien. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on a perdu Christophe entre-temps. Donc, soit il a peut-être un problème de connexion ou autre chose. On en saura plus. On vous tiendra au courant si jamais le bateau a coulé. Je ne sais pas. En tout cas, intéressant, Adrien.
Comme je le dis à chaque fois, je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Peut-être quelques minutes plus long, mais en tout cas très intéressant, en tout cas pour ma part, j'espère pour vous aussi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires. On va vous envoyer toutes les informations si on les a, enfin surtout Adrien s'il les a. Et n'oubliez pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube principalement. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur tipeee.com/devaps si vous avez envie. Si vous avez un grand cœur, ça nous aide puisque ça nous coûte un petit peu d'argent, ne fût-ce que pour les hébergements ou pour faire les tests. Ici, il faut quand même payer ces abonnements de ChatGPT pour pouvoir faire les tests ici. Donc, ça pourra servir à ça aussi. Un tout grand merci en tout cas à tout le monde. À bientôt au prochain épisode. Donc d'ici, à mon avis, ça sera l'année prochaine qu'on se retrouvera, enfin du moins que la diffusion sera faite, puisqu'on essaye de faire à peu près une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines pour avoir quand même un sujet intéressant. Donc, voilà. Bonne année à tout le monde et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut. Bye bye.